j'ai bien senti, pendant l'audition que c'était pas du tout, ce qu'elle cherchait, mais par contre, je me suis dit: «J'ai quelque chose à faire là-dedans» et donc j'ai pas dormi de la nuit, j'ai fait un montage vidéo avec des choses que j'avais fait physiquement et cetera et vraiment j'ai insisté. Imaginez un monde où chaque histoire trouve sa voix, où chaque talent éclaire notre époque. Raconte est un média digital natif à l'écoute de notre temps. Les interviews grand format sont le premier chapitre de l'univers Raconte. Écoutez-les en podcast, visionnez-les en vidéo et préservez-les grâce à nos publications imprimées collector. Notre passion pour l'image est infinie. Raconte, c'est le fond avec la forme. Préparez-vous à voyager au-delà des horizons connus, aux côtés de celles et ceux qui les redéfinissent. Bienvenue dans l'Odyssée Raconte. Raconte, la rencontre. Bonjour, Bonjour. j'ai une hésitation. Est-ce que je dois parler à Codette ou à Laure? Bah, là, tu es en face de Laure, donc bonjour Laure. Eh bien, bonjour Laure. Est-ce que tu pourrais nous dire qui es-tu, que fais-tu? Waouh, je suis un humain. C'est déjà bien. Oui, c'est pas mal, hein. Je suis une personne, qui fait de la création, du coup, de la performance, du théâtre et j'ai créé un personnage burlesque qui s'appelle Colette Collerette et j'aime bien toucher à tout, mais du coup, ouais, je suis une créatrice. Et- Alors, je trouve que les mots sont très importants, mais c'est vrai que définir la création et mes champs de création, pour moi, c'est comme créer une limite, donc j'aime bien garder les portes ouvertes. Du coup, une question aussi vaste, ben, j'ai envie de répondre aussi vastement. Mais vas-y, on est là pour ça sur Raconte, donc... Super. Mais du coup, ouais, je suis une créatrice. Mais justement, en parlant de création, on est ici dans ton univers, enfin, je vais peut-être te laisser le détailler, mais on est chez toi, dans ton atelier. Est-ce que tu pourrais nous en toucher un mot? Oui, on est dans mon joyeux bordel. Et effectivement, c'est vraiment ma grotte. C'est ici que je vais tester, essayer des choses. J'aime bien laisser traîner des objets ensemble et puis du coup les oublier, faire des associations de couleurs et puis du coup les redécouvrir. Et puis souvent ça m'emmène dans des endroits, dans des champs de création qui vont me donner des pistes. Parce que j'aime bien, je me suis rendu compte au fur et à mesure de ma vie professionnelle que mon intuition faisait en général mieux les choses que quand je les force et quand je veux absolument aboutir à un résultat. Et donc du coup, ce bureau slash atelier, c'est très 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 représentatif de ce qui se passe dans ma tête constamment, en fait. Des explosions d'images, de matière et de potentiel. C'est ton processus créatif, Ouais. par assemblage, par visualisation. Ouais, complètement. J'ai vraiment besoin de voir les choses. Quand je peux toucher les matières, c'est encore mieux. J'ai un vrai kink avec la brillance, les couleurs et ces associations-là. Ça va me permettre de sentir des choses, de bouger et donc du coup après de les transmettre en fait sur la scène. Parce que je dis que je suis une créatrice, mais du coup la finalité, elle est scénique en général. Et donc oui, je vais en général, quand je commence une création, je me plonge dans des images et ma pensée en arborescence va me faire voyager Fleurir. là-dedans et je vais faire des connexions. Et justement, je trouve que les connexions que je fais de façon intuitive sont en général beaucoup plus intéressantes parce que je pense qu'elles font part d'une part de notre inconscient aussi. Des choses qu'on avale et qu'on oublie. Bien. Peut-être pour en revenir à la base, tu viens d'où De Liège. en Belgique? Et Oui. tu as gardé une connexion avec cette ville ou pas du tout? Oui, absolument. C'est ma ville de cœur. J'ai eu beaucoup de mal à vivre à Bruxelles, en fait.
C'était pratico-pratique. C'était simplement parce que mon métier m'amenait à voyager beaucoup et à beaucoup tourner. Donc Bruxelles est quand même assez centrale, et donc c'était vraiment par pure facilité. Mais j'ai eu beaucoup de mal de quitter le petit village, de Liège et du coup ce confort en fait aussi artistique et tous mes amis, ma famille, les connexions, ça n'a pas forcément été facile pour moi, mais je me suis habituée, puis je me suis recréé mon petit microcosme à Bruxelles. Tu parlais de ton microcosme liégeois. Dans quel contexte tu as grandi? C'est-à-dire? Qu'est-ce que faisaient tes parents? Dans quel univers tu as évolué? Mmh. Quelles ont été les premières années de ta vie, en fait? À quoi ressemble-t-elle? Du coup, moi, je suis la petite dernière. Je suis née, 10 ans et 13 ans après mes frères. Donc je suis une espèce de trou générationnel dans ma famille. Je le spécifie, enfin j'en parle parce que du coup j'ai été beaucoup seule, j'avais pas vraiment de cousins de mon âge, beaucoup plus jeune ou beaucoup plus âgés. Donc j'étais une enfant assez calme et assez solitaire, beaucoup dans ma tête en fait, et assez joyeuse. Et puis, en même temps, je faisais énormément de choses. Mes 2 parents travaillaient. Ma mère, s'occupait de personnes handicapées et mon papa était ingénieur, civil architecte. Donc ils travaillaient beaucoup et donc ils m'ont beaucoup occupée. Donc je faisais de la danse classique, du modern jazz, de la peinture, des mouvements de jeunesse, de la natation, des stages de théâtre. Et puis vers 5 ans, j'ai commencé à faire du mannequinat et des publicités avec ma maman. On allait à Bruxelles justement pour passer Des des castings. castings ensemble. Et en fait, j'en ai un très bon souvenir parce que ma maman n'était pas beaucoup à la maison. Et donc du coup, c'était vraiment des moments d'intimité avec elle. On prenait le train, on voyageait. J'étais un peu obsédée par Paris, la Libération, quand j'étais gamine. Et Belmondo, oui, ouais. Et donc je rêvais de voir la Tour Eiffel et toutes ces auditions, tous ces castings m'ont amenée à faire ces voyages-là et à découvrir ça. Et c'était fantastique de pouvoir du coup partager ça avec elle. Et elle avait un discours très simple par rapport à ça. À partir du moment où ça m'embêtait, ça devenait une charge, je pouvais le dire et on arrêtait. Et effectivement, en fait, vers 17-18 ans, à un moment donné, éthiquement, il y a quelque chose ça bloquait pour moi. Je voulais pas être le médium d'un produit de consommation. Ou, enfin, il y a quelque chose qui me dérangeait dans le rapport à mon image. Et donc, j'ai voulu arrêter. En fait, j'ai fait une dernière publicité, je l'ai pas bien vécu, j'en ai parlé, puis j'ai arrêté. Et en fait, je rentre au conservatoire. C'était vraiment idéologique, en fait, le blocage. Entre autres, mais il y avait aussi cette espèce de prise de conscience de en fait, maintenant j'ai envie d'apprendre le métier. Tout simplement, j'ai envie j'ai envie oui, de me professionnaliser et ça, pour moi, logiquement, ça passait par le théâtre. J'avais envie que ce soit plus qu'un passe-temps. Et effectivement, idéologiquement, en plus, ça a appuyé sur des gros boutons pour moi. Je suis quelqu'un qui a toujours posé beaucoup de questions. Petite aussi. Ou qui sait poser beaucoup de questions. Ouais. Oui, très curieuse. Beaucoup, j'ai toujours adoré débattre, essayer de comprendre. Ouais, depuis vraiment toute petite. Raconte, où chaque format donne vie à une histoire. Pour cet épisode, en fait, on s'est donné un petit challenge avec toi juste avant, on en parlait ici en coulisses, et je vais expliquer pour les gens qui ne font que nous écouter en podcast. On s'est dit que tu allais, au fur et à mesure de l'épisode, te transformer en ton personnage scénique. Et petit à petit, par touche, on va faire des petites coupes, et chaque fois, tu vas remettre une petite couche, on va y aller crescendo, et on espère qu'au final, on verra apparaître. Colette. Parfait. Mais avant ça, pour en revenir dans le contexte dans lequel tu as grandi, je crois savoir aussi que tu viens d'une famille quand même avec une fibre artistique pour le moins importante. Oui. Du coup, mon arrière-arrière-grand-père était Edgar Scoffler. Mon grand-père, Sylvain Broncard, était peintre également. Mon frère est peintre. Mes tontons étaient peintres également. Mon père a fait de la peinture. Enfin bon, ça a toujours vraiment fait partie de la famille et j'ai beaucoup arpenté les musées avec mon papa.
ça t'a donné toute une culture. On peut imaginer de te balader, de grandir au fur et à mesure des musées, voir des ateliers des membres de ta famille. Oui, en fait, j'ai du coup, je pense, un rapport très familial et nécessaire à l'image. Euh, J'adore la composition, la matière, les couleurs, et en fait, ça fait vraiment partie de mon système de fonctionnement. Disons que je peux avaler des images pendant des heures, là où je vais pas savoir ouvrir un livre et lire, en fait. C'est une autre forme de lecture en même temps. Complètement, complètement, mais pendant très très longtemps, et notamment surtout pendant mes études de théâtre, c'était un très gros complexe pour moi, parce que j'arrivais pas à avoir accès à une certaine littérature qui, voilà, j'ai des problèmes de concentration, et donc du coup, à ce moment-là, on n'en parlait pas, je savais pas ce que c'était, donc je le subissais, et je comprenais pas cette facilité à pouvoir, du coup, me raconter des mondes face à une peinture, pas du tout forcément imagée, enfin plus abstraite par exemple, ou juste des couleurs, et là où un livre, une pièce de théâtre pouvait du coup me faire perdre la tête, enfin tourner de l'œil quoi. Carrément. Oui, bah oui, parce que du coup ça appuie sur des gros boutons d'anxiété. Donc je Pourquoi? voyais le livre, enfin rien que le livre, j'ai déjà des palpitations de me dire que je vais pas arriver. Et c'est surtout parce que c'était une obligation pour mes études d'avoir justement accès à tous ces écrits. Et c'est franchement pas par manque de curiosité. Au contraire, j'étais toujours transportée au cours à apprendre l'histoire, etc. Et justement, mais dans la parole et le dialogue, du coup, j'absorbe. Mais quand je suis face à un bouquin, c'est l'enfer, ouais. Parce que tu n'arrives pas à rentrer dedans, c'est pas un problème de concentration en fait. C'est un problème de concentration, complètement. Je vais lire une page et je me souviens pas de ce que j'ai lu. Donc je relis la page. Et donc Beaucoup. c'est pénible, t'as aucun plaisir à la lecture. Exactement. Ça me demande vraiment un certain cadre. À un moment donné, j'y arrivais comme un enfant, tu vois, ou avec certaines mises en page, ça va encore parce que les lettres sont un peu plus grosses, mais moi, en fait, mon esprit part tout de suite là-bas. Et donc oui, c'est une douleur parce que du coup, j'ai oublié le nom des personnages, donc je dois revenir en arrière. Et donc, consciemment, inconsciemment, j'ai vite mis ça de côté. Et du coup, j'ai développé d'autres choses, en fait, tout simplement. Mais bon, par rapport à mes études de théâtre. Ça a dû être un peu plus compliqué, on peut l'imaginer. Oui, mais après, j'étais très fort dans le concret, dans la création, dans l'improvisation et dans le rapport à mes partenaires, et donc du coup, et au corps et à la danse, parce que j'ai commencé la danse quand j'avais 4 ans. Ça a toujours fait partie de moi. En fait, je dansais toute seule tout le temps. Et là, je pense que ça se voit, je suis beaucoup tout le temps en mouvement. Tu bouges beaucoup, effectivement. Et en fait, ma maman, voyant ça, s'est juste dit, bon, on va la mettre à la danse, hein. Voilà. Et en fait, c'était parfait pour moi. Alors, j'étais très distraite à la danse aussi. Je partais vite dans mes pensées, etc. Je me faisais souvent engueuler. Mais du coup, comme j'étais dans le corps, je sais pas, c'était beaucoup plus facile pour moi. Est-ce qu'on pourrait parler d'une sorte de vibration intérieure ou je sais pas. J'essaie d'imaginer ton propos quand tu dis c'était en toi, tu ressentais. En fait, je sais pas si comme marcher, tu réfléchis pas trop quand tu marches. Non, en théorie, non. Ben voilà, pour moi c'est pareil. En fait, je danse tout le temps et je m'en rends pas compte, je le conscientise pas en fait. Je vais sortir la vaisselle en faisant un petit pas comme ça, où il va y avoir une musique et je vais avoir un truc comme ça. Et puis je vais en prendre conscience après, ou parce que les gens autour de moi vont se dire mais qu'est-ce qu'elle fait? Ouais, je fais pas des pirouettes pas chassées entre chaque quatre, hein, mais je vais avoir des petits élans, tu vois, ben voilà, comme ça. Je parle beaucoup avec mes mains aussi. Donc ouais, c'est naturel pour moi, vraiment. Ça fait partie de moi. Et ça fait aussi partie, j'imagine, de mon inconscient, vu que, à 4 ans, j'étais déjà comme ça. Et comment tu as évolué justement d'une danse, on va dire, plus classique à ce que tu fais aujourd'hui? Il y a eu tout un cheminement. Ah oui, j'ai testé plein de choses. Dis-nous. En fait, je suis très curieuse. Donc du coup, Nous aussi. à un moment donné, j'étais vraiment dans une recherche de découverte de comment utiliser son corps. Et justement, pendant mes études de théâtre... Là, on est à 20 ans, plus ou moins. Ouais, du coup, je suis rentrée au conservatoire, j'avais 17-18 ans. Mhm.
Ça dure 4 ans, 22. Puis je me faisais tout le temps gueuler parce que je dansais sur le plateau. Tu es la danseuse. Et en fait, je trouvais le théâtre trop intellectuel, je trouvais la danse trop abstraite et j'avais envie de rassembler les deux. C'est à cette période-là que j'ai découvert des gens comme Pina Bausch et du coup, j'étais là, waouh, c'est possible de faire des choses aussi quotidiennes sur un plateau et que ça raconte autant de choses. Ça m'a bouleversifiée. Et en sortant du conservatoire, du coup, j'ai mangé de la matière. J'ai essayé du buto. C'est-à-dire? C'est de la danse, du coup, qui est née au Japon après Hiroshima et qui travaille vraiment sur la lenteur et la décomposition du mouvement. Ok, donc ça c'était un peu à contre-courant de ce que tu fais de manière innée, lentement, doucement, réfléchi peut-être. Non, justement, l'idée est de vraiment couper le cerveau pour arriver à un mouvement qui n'est pas réfléchi et qui est complètement émotionnel, en fait. Donc tu peux retrouver du buto dans beaucoup de choses parce que comme beaucoup d'art japonais, en fait, il y a toute une philosophie autour et c'est ça qui me touchait vraiment. Justement, c'est que, en tout cas dans les personnes que j'ai rencontrées à l'époque, il y avait vraiment un besoin et une envie d'ouvrir des portes et de casser des frontières entre les choses et de créer du lien. Et ça me parlait énormément, de créer du lien et de ne pas rentrer dans des il faut, je dois, de simplement répondre à des consignes. En général, quand on me demande une consigne, je pète tout, consciemment et inconsciemment. En tout cas, je le remets en question et du coup, j'essaye de le prendre par différents De points. renverser la table. Ouais, c'est ça. Et de voir ce qu'on peut faire avec. Et ça m'a toujours servi dans mes créations. Je me souviens de points de stop avec des costumes où à un moment donné, t'arrives, tu sais, à un moment où t'es là, genre, j'ai plus d'idées, ça fonctionne pas, tu l'essayes, tu le mets sur toi, tu trouves pas ça beau. Et en fait, ça m'est arrivé plusieurs fois. Simplement, je prenais le costume, hop, je le mettais à l'envers et ça fonctionnait. C'est comme ça. Pas renverser la table, renverser le costume. Mais... Voilà. Et là, du coup, je cherchais vraiment tout ce qui était danse, théâtre, interprétation, mais avec le corps. Tout ce qui était le courant, du coup, flamand, c'était génial. Pour moi, je me suis retrouvée à faire des stages de danse. Enfin, plus je pouvais tester et me tester par rapport à ça, et plus j'étais heureuse. Et c'est comme ça que j'ai découvert, en fait, le cabaret, vraiment par curiosité. Tu connaissais pas du tout avant? Non, en fait, je travaillais, je faisais du théâtre de rue à l'époque et j'avais rencontré une compagnie toulousaine qui m'avait proposé de rentrer dans la distribution d'un spectacle autour de l'intimité et de l'entresort. Donc en fait, on était sous un parapluie rallongé par un tissu, donc on voyait que les jambes avec les talons et le spectateur venait en dessous du parapluie et il se passait quelque chose. On avait travaillé avec un auteur namurois, Jean-Pierre Dopagne, la compagnie La Passante, et il avait écrit des textes exprès pour le concept. Et donc du coup, tout ce rapport à l'intimité, au spectateur, les yeux dans les yeux, m'avait vraiment énormément plu. J'adorais en fait avoir accès d'un seul coup à une bulle d'intimité dans l'espace public. Là où dans le théâtre, ou même la danse en salle, dans la boîte noire, il y avait une question de projection et une question de scénario et de choses un peu plus fixées. Là, j'étais dans un rapport de rencontre avec des humains et donc du coup avec quelque chose qui se remettait en question à chaque rencontre et je trouvais ça vraiment passionnant. J'ai tourné avec ce spectacle une dizaine d'années, je pense. Puis ma carrière de cabaret a pris plus de place et donc pour moi c'était un peu compliqué de continuer les deux. Et en fait, grâce à ce spectacle, j'ai commencé à me poser des questions autour de l'intimité, du corps de la femme. J'étais avec une amie, on a commencé à travailler autour de la vidéo, des vidéoprojections, du corps, du texte. Puis on a fait une première création ensemble qui a été un super chouette premier essai. Dans un festival en Bretagne, on avait investi une vitrine de magasin et on faisait des vidéoprojections dessus.
Et puis on a essayé d'étendre le concept mais on a vraiment fait un four, ça a vraiment été très très mauvais. Et donc j'étais très triste à cette période-là et je suis tombée par hasard sur une annonce qui me disait tu aimes la danse, tu aimes le théâtre, tu aimes le vintage, le rétro. Moi j'étais là, oui. Et donc en fait c'était Lady Flo qui cherchait, qui faisait un casting pour monter une revue au Théâtre des Deux Gares, qui était un théâtre ici à Anderlecht. Et elle cherchait de nouveaux talents, en fait. Et moi, j'ai vu cette annonce. Pour moi, c'était évident. Je devais faire quelque chose là-dedans. Le casting à Bruxelles avait déjà eu lieu. Et l'audition prochaine était à Gand pour le lendemain. Donc, en 24 heures, j'ai créé un numéro burlesque sans savoir ce qu'était le burlesque. En allant voir sur un peu Google, sur ce qu'il disait dans l'annonce, en recherchant un peu des mots-clés. Je suis arrivée avec un projet où justement il y avait des vidéoprojections, puis j'étais toute nue et je m'habillais. Je voulais qu'on se souvienne de moi, donc je me suis dit s'il faut se déshabiller, je vais m'habiller. L'esprit de contradiction. Renverser la table, renverser les habits. Voilà. Et en fait, ça n'a pas du tout marqué la productrice qui bon, je ne vais rien savoir faire de ça. Mais par contre, était dans le jury de l'audition Patrice Ornès, qui du coup était un photographe, George Bengable et Lolly Wish, si je me souviens bien. Et en fait, ils ont dit à Flo à l'époque, mais en fait, si elle est capable de proposer ça à une audition, ça doit être sympa de travailler avec elle en spectacle. Donc, et moi, de mon côté, j'ai eu cette espèce d'instinct de vas-y, fonce. Donc j'ai bien senti pendant l'audition que c'était pas du tout ce qu'elle cherchait, mais par contre je me suis dit j'ai quelque chose à faire là-dedans. Et donc j'ai pas dormi de la nuit, j'ai fait un montage vidéo avec des choses que j'avais fait physiquement, etc. Et vraiment j'ai insisté. C'est là, est-ce qu'on peut se revoir et Flo, elle a senti qu'il y avait aussi quelque chose. Ils organisaient un spectacle à Gand à ce moment-là avec certains artistes qui donnaient des workshops. Lada Red Star donnait un workshop autour du burlesque, etc. Et là, pour moi, ça a été une évidence. La rencontre. La rencontre, pas forcément avec tous ces gens, mais vraiment avec l'univers burlesque. En fait, j'ai découvert une communauté que j'avais cherchée toute ma vie. Toute ma vie, j'ai été la nana qui avait envie de s'habiller années 60, qui demandait à sa mère, quand elle avait 8 ans, pour être déguisée en résistante française. Enfin, j'avais toujours eu un rapport avec l'histoire de la mode très très fort. Et à Liège, à l'époque, on n'avait pas Facebook, on n'avait pas Instagram, etc. On était en quelle année, plus ou moins? Pardon? On était en quelle année, plus ou moins? Du coup, moi, je suis née en 85, là, j'ai 39 ans. Donc, ouais, à l'époque... Début des années 2000, quoi. Ouais, c'est ça, j'avais 15 ans dans les années 2000, et à ce moment-là, ça n'existait pas encore, je chattais sur IRC, quoi. Mais du coup, je me sentais un peu seule par rapport à toutes ces envies. Trouver ça en magasin, c'était impossible. Quand j'allais dans des boutiques de seconde main, je me faisais engueuler par ma mère qui ne comprenait pas pourquoi je voulais porter des vieilleries, parce que elle, c'était son adolescence, les années 60. Et donc là, je rencontre des gens qui sont passionnés par ça. Waouh, ça existe! Nouvelle rencontre. Exactement. Nouvelle rencontre, nouveau milieu, et là, je pouvais plus lâcher le morceau. Eh bien justement, en parlant de morceaux, on rajouterait pas une couche? J'allais te proposer. Eh bien, allez, go. Raconte la forme avec le fond. On vient de franchir encore une nouvelle étape, je Oui. crois, vers ta mutation. C'est ça, Vers, la transformation. Et en plus, on a peut-être aperçu déjà un peu avant ton petit camarade. Ah, Johnny. Tu travailles parfois avec lui? Alors, c'est pas que je travaille avec lui, mais c'est qu'il m'accompagne partout. Donc, il va être là en loge, en général. Donc, il te suit en déplacement et tout. Exactement, oui.
Donc si je peux, oui, le chien est là. J'aime beaucoup avoir mon chien avec, et c'est vrai que je trouve que dans des endroits comme des loges, il y a la présence d'un animal apaise souvent les choses. Il y a quelque chose qui rend aussi l'endroit plus quotidien. Et j'aime bien ça, en fait, que la loge devienne une espèce de, enfin, simple, une chambre partagée où du coup, quand on se met à nu et qu'on se transforme, on va avoir des discussions hyper intimes les uns avec les autres. Enfin, il y a toutes des choses qui peuvent se mettre en place dans les loges qui sont hyper intéressants. Et en général, je trouve que d'avoir mon chien avec, voilà, ça aide à ça. Ça brise un peu la glace. Ouais, aussi. Et puis, Johnny est arrivé récemment dans ma vie, donc je le connais moins bien. Il est fort jeune. Elvis, mon chien précédent, du coup, il est parti, il avait 14 ans, mais pendant 14 ans, il m'a accompagné en tournée. Et c'était vraiment un chien de backstage, quoi. Un chien de backstage. La première fois que Ouais. j'entends ça, Il connaissait toutes les showgirls, il allait se mettre, il était hyper posé, il allait s'asseoir près d'elle, il allait chercher du câlin, mais en même temps, il respectait les besoins, il restait toujours calme, il venait de temps en temps me faire un petit snuff en sortant de scène. Enfin, bon, après, c'était un vrai punk aussi, et il avait son dark side, mais oui, Elvis m'a vraiment accompagné partout, et en fait, il a fait un cancer, il a eu un cancer des méninges, et toute la communauté m'a aidé à le soigner, en fait. J'ai fait un crowdfunding à l'époque, c'était en plein confinement, donc pas moyen de travailler, d'avoir une vraie source de revenus, etc. Ça a vraiment été très compliqué. Et je me suis retournée vers les gens qui me suivent, en fait, depuis des années, et j'ai eu la merveilleuse surprise de découvrir un soutien énorme, en fait, à travers toute cette épreuve. Ça a été douloureux et difficile, mais en même temps, j'ai vraiment découvert la force de la communauté dans laquelle je faisais partie. il y a beaucoup d'entraide dans cette communauté où c'est plutôt chacun pour soi. Enfin, c'est difficile à imaginer. Dans la communauté professionnelle, il y a Mhm. beaucoup d'entraide, ouais. Il y a beaucoup, beaucoup d'entraide, parce qu'en fait, on est tous un peu dans le même bain. On voyage avec une valise de 20 kilos, on dort dans des sofas, et on prend l'avion à 5 heures du matin. Donc, il y a une vraie sororité, fraternité qui se crée entre tous les performeuses burlesques. Alors, je peux aller dormir dans n'importe quelle capitale d'Europe, entre guillemets. J'ai un divan qui m'attend Un point de potentiellement. chute. C'est assez fort, et je spécifie bien, je fais la différence en communauté amateur et professionnelle, parce qu'il y a beaucoup de semi-amateurisme du coup dans le milieu du cabaret et du burlesque, et pour moi l'amateurisme apporte du coup des questions d'ego qui sont pas toujours bien placées, en fait. Là où quand tu es un artiste professionnel, tu fais ton travail, donc ça te rend aussi plus comment dire, tu travailles moins dans l'émotion, et en même temps t'es beaucoup plus disponible à l'émotion, et du coup à la rencontre de tes collègues. C'est une toute autre approche. Complètement, complètement. En fait, c'est ton métier, ta vie et ta source de revenus, donc forcément tu l'abordes pas de la même façon que quand c'est plus un loisir que tu fais le week-end pour toi, en fait. C'est complètement différent. J'ai toujours eu tendance à dire et à parler du fait que je tiens aussi d'abord à spécifier que j'ai aucun jugement par rapport à ça. Pour moi, il faut juste que ce soit un choix. Voilà, d'être professionnel ou pas, d'assumer ce choix. Mais j'ai toujours tendance à dire qu'un artiste va aller sur scène avec quelque chose à donner ou avec quelque chose à prendre, en fait. Et notre rapport au public, du coup, va être complètement différent de notre façon d'aborder le métier. Si on vient sur scène avec quelque chose à offrir, à donner aux gens, on développe tout un... Enfin, on est au service du public, on est là pour eux, tandis que quand on vient sur scène pour prendre quelque chose du public, un regard, de l'amour, une validation, en fait, on vient chercher quelque chose. Donc forcément, c'est pour moi un rapport plus amateur.
Ça ne veut pas dire que l'un n'empêche pas l'autre, que les chemins ne peuvent pas se croiser, parce que la vie est faite de nuances. Et que moi, ça m'arrive aussi de monter sur scène avec un besoin de prendre quelque chose, évidemment. Il y a vraiment... les frontières sont très, très floues. Mais je trouve que ça aide à avoir une réflexion autour de ça et peut-être à certaines personnes de faire le grand plongeon pour devenir professionnel et à d'autres, justement, de faire un step en arrière. Ok, en fait, ça demande un certain sacrifice que je suis pas prête à faire, donc du coup je vais rester amateur, et à partir du moment où on est honnête avec ça, moi je suis absolument ok. À quel moment tu es passé vraiment au professionnel? Dans mon parcours, la frontière est très 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 floue, parce qu'en fait, comme je l'expliquais tout à l'heure, j'ai commencé, j'avais 5 ans, et j'étais pas plus amateur d'une certaine façon. Comme j'ai eu mon diplôme de comédienne professionnelle, pour moi, ça m'a aidé à ne simplement pas me poser la question. J'ai fait mes études, je suis professionnelle, endpoint. En fait, donc du coup, je n'ai jamais eu de syndrome de l'imposteur. Disons que mon syndrome de l'imposteur, il s'est déplacé ailleurs. Où ça? Plus dans la prise de parole et l'intellectuel, justement. Je disais tantôt aussi, je lis pas beaucoup. C'est un milieu d'hommes, le théâtre, et donc du coup, en tant que femme, c'était difficile pour moi parfois de prendre ma place et de pas avoir la sensation d'être une idiote, en fait. Donc oui, la prise de parole peut pour moi être très intimidante, même si j'aime beaucoup débattre et parler. On est en plein dedans, là. Mais oui. Parce que je perds aussi mes fils, je cherche mes mots, et dans un milieu de gens qui parlent très très fort, où justement la parole est une prise de pouvoir, ça pouvait me déconcerter beaucoup. Et Tu d'où aussi le travail de corps, je pense. tu viens de parler de prise de pouvoir. Oui. Quand tu es sur scène, c'est un peu une prise de pouvoir aussi. Complètement. Du coup, j'ai tendance à dire dans mes workshops, quand je travaille avec des personnes qui découvrent le burlesque, que la scène est mon royaume et que du coup j'en suis la reine et que je suis un dictateur. Et ça aide en général aux personnes qui veulent s'y essayer à couper l'excuse, à s'excuser de justement prendre le plateau. Il y a rien de plus infernal pour moi que de voir quelqu'un qui propose une performance et qui s'excuse en le faisant. J'ai autre chose à faire, en fait. Il faut y aller à fond. Mais oui. Il faut croquer la pomme, il faut foncer, il faut plonger dans le bain. C'est comme ça qu'on fait, en fait. Donc oui, effectivement, c'est de l'ordre de la dictature, mais c'est pour ça qu'il y a une responsabilité aussi à se donner par rapport à ça. J'aime bien dire qu'avoir un micro en main, c'est une arme. Parce qu'en fait, on dit des choses aux gens, on influence les gens. C'est assez mystérieux et fantastique, mais les gens, quand on dit quelque chose au micro, ont toujours tendance à te croire. Si j'arrive sur scène et que je leur dis bonjour, je m'appelle Mireille, j'ai 25 ans, il y a des gens qui vont me croire. Je veux dire, si je suis convaincue de ça. Pendant très très longtemps, on parlait du rapport Colette-Laure, pendant très longtemps et toujours maintenant, les gens pensent que je m'appelle vraiment Colette, ne font pas forcément la différence. Et je me suis retrouvée dans des situations de gens qui étaient vexés d'apprendre que je m'appelle Laure. Pourquoi? C'est leur problème, mais je sais pas, c'est comme si je leur avais menti. Là où moi, il n'y a pas de mystère, en fait, j'ai un personnage et c'est absolument totalement logique. Enfin, c'est normal que ce personnage ait un nom. Et comme il y a un rapport peut-être à la mise à nu, à l'intimité, c'est comme si je leur avais menti, je les avais floués quelque part. Mais de nouveau, cette vexation leur appartient. Moi, je suis assez claire avec ça. Le personnage, c'est pas un peu aussi une armure? Complètement. C'est un masque. C'est complètement un masque qui Vu protège, qui permet, en fait. Et ça a toujours existé dans l'histoire du théâtre. Le masque, le faux nez, la commedia dell'arte, les têtes en papier mâché. Tout ça, c'est un travail qui permet aussi une approche du corps qui est différente. Et en parlant d'approche du corps, quel est ton rapport au corps? Comment tu vis ça?
Euh, Bah, dans ton évolution aussi. il change et il évolue parce que bah, du coup, je vieillis aussi et mon rapport à mon corps, à moi évolue. Ça a toujours été mon instrument de travail. Donc, j'ai souvent eu un rapport détaché au corps, C'est-à-dire, justement, du personnage, de la distance par rapport au plateau, pouvoir interpréter et se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Et là, le burlesque, c'était une approche de personnage, mais en même temps de travail de l'intime. Et maintenant, quand je pense à ma carrière burlesque, je me rends compte à quel point je me suis cachée au début de ma carrière, là où je prétendais être libre avec mon corps, m'en foutre de la nudité, ce qui, a priori, était sincère à l'époque. Je me rends compte que j'avais beaucoup plus de barrières que maintenant. Mon travail burlesque est maintenant beaucoup plus sexuel que ce qu'il l'était à l'époque. Euh, Beaucoup plus érotique, plutôt. Euh, à l'époque, j'avais besoin de faire une vraie différence entre le striptease et le burlesque. Je parlais de tableau vivant, il y a quelque chose que j'assumais peut-être un peu moins dans le rapport à l'érotisme, et où maintenant ce rapport à l'érotisme me passionne tellement qu'en fait je l'assume complètement. Euh, Parce que j'ai fait aussi un énorme travail sur moi-même par rapport au regard des gens et à ce que les gens projetaient sur moi. On m'a beaucoup sexualisée toute ma vie en tant que femme et c'est quelque chose que je ne comprenais pas forcément. Et du coup, au fur et à mesure de ma carrière, c'est comme si je l'avais pris en main et embrassé et du coup, je le... du coup, je le... je le travaille, je l'approche et je le travaille différemment. Ça s'est vraiment répercuté quand on regarde ce que j'ai créé dans l'approche de différentes époques. J'ai commencé ma carrière en approchant vraiment les années 20, la République de Weimar, du coup l'après-première guerre mondiale et tout ce boom artistique en Allemagne, parce que ma première approche du cabaret était autour de Brecht aussi, c'est ce que je connaissais à travers le théâtre. Et donc, oui, il y avait quelque chose de plus dans l'image. Je faisais un numéro où je me cachais derrière un store, j'apparaissais, je disparaissais, donc le tease, il se mettait là. Euh, mais je dansais quasiment nue aussi avec mon ballon, après quand j'ai créé le Pierrot. Mais on était dans quelque chose de vraiment très esthétisant. Puis petit à petit, j'ai commencé à explorer plus l'univers du gogo et du striptease dans les années 60, qui était un rapport beaucoup plus direct au striptease et à l'érotisme et à la pornographie. Ça m'a passionnée parce que du coup, c'était un rapport au public différent, un dialogue au public beaucoup plus différent. Et ça m'a ouvert une palette de connexion avec les gens beaucoup plus large. Justement, de pouvoir jouer sur des on-off. Je suis avec vous, je vous tease directement, ou je suis avec moi-même et je crée un tableau vivant. Parce que je trouve ça intéressant de continuer à ouvrir des portes et à explorer au final, et à se mettre en danger et à continuer de chercher. La temporalité dans le milieu du cabaret, c'est un mois, un an par rapport à la vie réelle. Ça va très 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 vite. On touche à des sujets de société, à des questionnements ici et maintenant. Donc c'est important de rester ouvert à ce qui se passe et aux questions qu'on se pose ici et maintenant. Et à travailler le temps présent. Donc forcément, mon rapport au corps évolue en fonction de moi-même. J'ai traversé un burn-out, une dépression et ça a impacté mon travail aussi. Ma thérapie a impacté mon travail aussi parce que c'est la matière et on peut pas on peut pas la nier. Enfin, j'ai pas envie de prétendre être quelqu'un d'autre. Je suis ce que je suis et donc je travaille avec ce que j'ai. Et ça, c'est passionnant au final d'essayer de trouver un chemin pour se le permettre. Et la permission, maintenant, est vraiment quelque chose d'hyper important dans mon travail. Et c'est ce que j'essaye
de transmettre aux personnes qui viennent suivre mes cours et mes workshops. Oser et permets-toi. Une sorte de lâcher prise aussi. Et en même temps, en gardant de pouvoir. Ouais, et de prise de liberté. Là où, par rapport au corps féminin, on a toujours subi beaucoup d'injonctions, beaucoup de règles, beaucoup de tu dois rentrer dans tel ou tel standard, avoir des poils ou pas. On nous a fait subir beaucoup d'injonctions très contradictoires. Trop maquillée, pas assez maquillée. Donc là-dedans, pour moi, le burlesque, c'est remettre les compteurs à zéro. Tiens, en fait, mais toi, t'as envie de quoi aujourd'hui? Et je trouve ça important de pouvoir se permettre la question. Est-ce que j'ai envie d'être maquillée aujourd'hui? Est-ce que j'ai envie d'être naturelle? Ou est-ce que, tiens, ça va me faire du bien d'être un peu plus coquette, de mettre des vêtements un peu plus taillés? Non, aujourd'hui, c'est le training. J'ai une interview, je serai en training. En fait, c'est pas grave, j'ai rien à prouver. Ne pas subir son personnage non plus. Ou subir sa création. Tu n'as pas envie qu'on passe encore à une étape plus loin dans ta création, dans ton personnage? Tu me lances un peu sur le truc, mais de rajouter encore un pas vers... Là, on est déjà dans l'ambiguïté. Je ne sais plus si je dois t'appeler Laure ou Codette, ou Laure Codette, ou on est un peu dans l'entre-deux. Mais moi non plus, je ne sais pas. Et quand on me pose la question, j'ai souvent tendance à répondre « tu verras ». Eh bien, voyons. Raconte, le média intimiste, mais pas indiscret. On vient encore d'avancer d'une étape, là. Ouais. Maintenant, c'est Codette? Maintenant, c'est Colette, ouais. Presque? Oui, presque parce qu'effectivement, je pense que le costume induit beaucoup dans la posture. Je vais porter des corsets, je vais porter des choses qui sont collées sur moi, donc forcément, physiquement, ça me contraint et ça me restreint beaucoup. Mais par contre, je parlais de masques tout à l'heure, les fossiles, c'est vraiment ça. C'est comme si je mettais un faux nez. D'un seul coup, le personnage arrive et j'ai un masque de maquillage qui est là. Ça va être parfois même plus compliqué pour moi de parler. En Colette, vu que le personnage, a priori, il est muet, il est visuel, il est corporel. Et je ne vais pas invoquer le paquet de frites cet après-midi qui est une tornade... qui est un autre personnage que j'ai, qui est Colette, mais du coup en paquet de frites. Et c'est vraiment... là, je suis vraiment dans du clown et dans de l'irrévérence. Je me moque de la showgirl, justement. Je me moque de moi-même, donc ça peut partir vite en sucette. C'est un pastiche. Oui, complètement. Complètement. En fait, à un moment donné, j'ai eu besoin de me moquer de moi. En tout cas, de le questionner, Yoni? Cherche son partenaire de scène qui s'est perdu dans les rideaux. Voilà. Il faudrait pas qu'on oublie qu'il est là. Mais donc oui, j'ai eu besoin de questionner la showgirl et tout ce rapport à la beauté très contrôlée, justement. Je me suis demandé, tiens, mais en fait, et si on pétait tout? Si je prenais parole et si simplement je me moquais de moi-même. Donc en fait, je fais un effeuillage qui rate, je reste coincée dans mon corset, je commence le numéro en parlant, en expliquant mon œuvre artistique. J'explique que je suis la Dita Von Teese du plat pays. Je donne 2-3 références aux gens et en général, j'aime bien mixer ce numéro avec quelque chose d'extrêmement premier degré et un striptease vraiment très maîtrisé. Et ça m'intéresse énormément d'avoir ce contraste sur scène et que le public ait accès à ça, en fait. Quelque chose de complètement loufoque, drôle et en même temps quelque chose d'extrêmement maîtrisé et érotique. J'adore ce type de contraste, ne pas être là forcément où on m'attend. Et en partant de ça, comment tu crées le personnage? Je vais vraiment essayer d'invoquer mon inconscient, sinon j'intellectualise trop les choses et en fait je me rends compte que ça me donne de la distance et que je finis par ne pas réussir à les incarner. Donc une création n'est pas l'autre.
les impulses ont toujours été différentes. Ça part de l'image, en général, toujours. Mais même, c'est parfois des commandes, des challenges. On va me demander de travailler pour les besoins d'un spectacle autour d'un univers, et du coup je vais plonger dedans et je vais créer autour de ça. Là en l'occurrence le paquet de frites est né d'une proposition de Kimi Yamen, Bastien Poncelet qui est scénographe, et on travaillait ensemble autour du carnaval, du grotesque et du folklore belge en fait. Et donc j'ai créé cette tête en papier mâché avec lui, et j'ai créé le paquet de frites, là où lui a créé une gilette de binge, et on a re-questionné un peu tout ce folklore. On en a beaucoup parlé, je crois d'ailleurs. Oui, Ça. Oui, ça... Peut-être pour les Français qui nous écouteraient, ou tous les autres d'ailleurs, le carnaval de Binge, c'est un peu une référence en Belgique, c'est au patrimoine mondial de l'UNESCO, Exactement. avec les J qui sont des personnages masculins surmontés d'une coiffe en plumes d'autruche assez imposante. Oui, tout à fait. Petit et point. Ils jettent des oranges dans le public. Et en fait, justement, tu l'as très bien dit, c'est une société masculine. Et pour y rentrer, il faut avoir un père. Ça se passe de père en fils. Et donc lui, qui vient de la région, en fait, s'est senti exclu de ce carnaval, de ce folklore, enfin sans vouloir parler à sa place, évidemment. Mais donc il a eu besoin de le questionner, et il l'a admirablement fait. Mais donc c'est de là qu'est parti le point de départ du paquet de frites, et je peux en citer bien d'autres, hein, mais souvent c'est un point de départ, une demande, et moi je vais prendre la fusée de la création. Alors après j'ai des temps de gestation aussi qui vont partir de une semaine ou dans l'heure à 6 ans. Tu as une limite pas dans le temps, mais plutôt dans la création du personnage et dans ce qu'il ou elle peut faire? Qu'est-ce que tu entends par limite? Ma limite, elle va être financière, en fait, concrètement. Okay. Pour la création propre du matériel. Exactement, parce qu'en fait, je vais travailler avec des plumes, j'aime travailler avec des matériaux nobles, mais tout ça coûte de l'argent. Faire des essais, ça coûte de l'argent. Être conceptuel, ça coûte de l'argent. Et moi, je m'auto-finance depuis le début. J'ai tout payé moi-même. Et donc, du coup, ma limite, elle va être là, dans la création. À un moment donné, je vais plus pouvoir investir. Donc, c'est pour ça que les choses aussi, elles prennent du temps. Parce que je travaillais, par exemple, autour de Loïc Fuller. Et je mettais au point une danse serpentine. J'avais prévu de faire de la vidéoprojection et de travailler avec un système de mapping. Mais en fait, à un moment donné, j'ai acheté une partie du matériel, puis j'ai dû arrêter parce que j'avais plus de fonds. Et puis, j'ai été copiée. Et puis, en fait, à un moment donné, ça m'a coupé ma source créative autour de ça. Et puis, je pense que pour le moment, il est en jachère. Mais je pense qu'à un moment donné, je vais y retourner. Mais je vais y retourner avec un autre œil, évidemment. Une approche différente. Exactement. Et ça, je trouve ça intéressant de garder ces créations en vie, en fait, parce qu'elles sont faites pour être en vie, vu qu'elles sont faites pour être sur scène. Et je préfère... j'aime n'avoir aucun complexe par rapport à ça. Il me dit, ah non, là, toi, tu vas aller au frigo un petit temps, en fait. Et c'est pas grave, parce qu'il y a d'autres choses qui sont en mouvement. Et moi, je vais avoir besoin de mettre d'autres choses et de défendre d'autres choses sur scène. Une fois, j'ai oublié un costume, et du coup, j'ai créé un numéro dans la minute pour la soirée, puis c'est devenu un numéro signature que je fais toujours au Cabaret Mademoiselle, qui est un numéro où je danse nue avec le rideau, et en fait, on voit juste mes chaussures, et je montre mes mains au début, mais en fait, toute cette danse, elle a existé parce que j'avais mis que 2 costumes dans ma valise. C'est un heureux accident. Plutôt que d'en faire un accident, j'en ai fait une force, en fait. Encore une fois, renverser la table, on y revient. Exactement. Exactement. Je pense que tu pourras appeler ce podcast Renversons la table. Pourquoi pas, ou contrainte créative, je sais pas. On cherche toujours un titre, de toute façon. Mais de la contrainte naît souvent la créativité. Et en fait, soit on décide de subir le problème, soit on décide de le prendre à bras le corps. Et donc, moi, je me suis retrouvée au cabaret. Je disais, en fait, qu'est-ce qui pourrait m'être utile? Tiens, si je dansais avec le mobilier.
Et en fait, j'ai pris énormément de plaisir. Il est bourré de références par rapport à l'histoire du burlesque, parce qu'en fait, souvent les effeuilleuses terminaient leur numéro en prenant le rideau et en jetant la dernière petite culotte, où on a beaucoup d'images comme ça. Et donc pour moi, c'était vraiment une chouette approche de la pin-up. Est-ce qu'il peut y avoir un côté politique à ton travail? Alors au début, il n'était pas conscientisé du tout. Et je m'en défendais. Et je voulais pas être politique du tout. Mais je me suis rendu compte que mon corps de femme était politique, quoi que je fasse. Quoi que je fasse, il fait parler, en fait. Donc il l'est devenu. Et dans la même idée, plutôt que de le subir, je l'ai embrassé. Je me suis rendu compte que ce que je pouvais défendre sur scène bousculait, en fait, certaines femmes, certains hommes aussi, dans leur rapport au corps. Et ça, c'est être politique, en fait. Maintenant, j'ai beaucoup de douceur et par rapport à tout ça, et comme je l'ai beaucoup dit dans toute l'interview, j'ai beaucoup de mal avec les injonctions, donc même là-dedans, je vais défendre de la nuance. Je vais pas avoir besoin à tout prix d'être nue sur scène. Si c'est possible, je le fais. Si l'audience de ce cabaret-là, dans ce pays-là, n'est pas prête à ça, je n'ai absolument pas de problème à garder mon slip. Donc oui, c'est comment dire... Là, je vais peut-être avoir besoin de toi pour trouver le mot, mais c'est de la politique Dis-moi. subliminale. Bah, pas mal. Mais en parlant de subliminer, on n'irait pas à la dernière étape? Allons-y, pour rappel, allons-y. tu te changes à chaque fois pour ceux et celles qui nous écoutent. Dernière étape. Dernière étape. Donc, allez voir la vidéo, allez voir les photos. On vous mettra tous les liens en description. Je vais passer derrière le rideau. Raconte, où chaque format donne vie à une histoire. On y est enfin? Ouais. Bonjour Codette. Bonjour. Bienvenue sur Raconte. Merci. D'où vient ce nom en fait, Codette? J'ai été nommée. Je parlais précédemment de George Ben Gable, Lady Flo. Pendant une répétition, en fait, je dansais et puis George, soudainement, s'est écrié, mais elle ressemble tellement à l'écrivaine Colette. Et Lady Flo, si je me souviens bien, a lancé un collerette et c'est comme ça que c'est né. Et en fait, c'était chantant, ça rimait, ça m'allait bien. Et moi, ça m'arrangeait très bien de ne pas devoir choisir. Maintenant que tu es dans ton personnage, comment tu fais pour appréhender celui-ci? L'appréhender? Oui, comment tu rentres dans le personnage? Là, tu viens de passer le stade final de ta transformation que l'on a commencé au début de cet épisode. Tu es Codette, tu n'es plus Laure. Comment ça se passe? Le make-up, la mise en beauté, et tout ce travail de transformation m'aide énormément. C'est pour ça que j'aime vraiment prendre le temps, en fait, de me changer, de faire ce make-up. Je vais vraiment rentrer dans la peau du personnage. Et ensuite, les matières, les costumes, les plumes, ça aide en fait à... C'est tellement des choses qu'on porte pas au quotidien, ou en tout cas que moi je porte pas au quotidien, que forcément ça change ma façon de me tenir et d'être. Et donc c'est ça que je vais simplement accueillir. Donc le personnage va vraiment venir avec le costume. C'est la prise de pouvoir dont tu parlais tout à l'heure. Le côté reine, dictateur, on n'a pas oublié, hein, c'était enregistré. Non, parce que là, justement, je vais vraiment me mettre au service du costume. C'est pour ça que j'aime bien que les costumes aient une certaine contrainte. J'aime bien les corsets, j'aime bien... Il y a une contrainte physique, en fait. Oui, parce que ça va me faire bouger différemment. Ça va m'emmener là où justement, je ne pensais pas forcément aller. Quand j'essaye... Donc, je parlais tantôt on parlait de comment on crée. Je parlais souvent d'une image, d'une figure féminine. Et donc, je vais chercher autour de l'époque de ce personnage. Et dans cette époque, je vais chercher des peintures, je vais chercher des courants, je vais chercher de la musique, je vais chercher des parfums, je vais chercher des couleurs, des modes, etc.
ça va m'emmener dans une espèce de tableau vivant complet qui va me permettre de cibler, tiens, comme costume, je vais avoir envie de ça, de ça, de ça, en fonction de mes moyens. Et du style de costume, je vais faire appel à tel ou tel costumier. J'ai beaucoup travaillé au début de ma carrière avec Céline Pinkers, qui est une styliste en lingerie, et on avait une grande complicité dans cette création, parce qu'on fonctionnait assez pareil autour des inspirations et des images. Et donc, en fait, tout ça va me permettre d'avoir une demande précise à un autre créateur, parce que j'adore me faire aider dans mes créations. Pour moi, 2 cerveaux valent mieux qu'un. La En fait, co-création. oui, disons que tout ça va être de la nourriture, ça va m'emmener dans des endroits pas forcément connus. Donc, oui, il y a de la dictature et de la prise de pouvoir, mais en même temps, il y a beaucoup de lâcher prise et d'attendre, tiens, qu'est-ce que ça va raconter? Une fois que tout ça a été mis en place, je porte le costume et je vois, en fait, j'essaie d'être à l'écoute de comment il va me faire bouger, ce que je vais avoir envie de raconter, pardon, avec. Les costumes vont avoir... je vais vraiment faire attention au sens, à l'odeur. Les plumes, elles ont un certain son. Sur la peau, c'est beaucoup de sensations. Donc je vais chercher autour de ça et autour de l'intime que toute cette matière, que tous ces matériaux vont m'apporter, en fait. Ça va me permettre de trouver un chemin chorégraphique et du coup un lien avec le public aussi. L'érotisme et le burlesque, pour moi, font vraiment... Il y a 5 sens à explorer. Je trouve ça intéressant de chercher autour du son, autour du toucher, de la matière. Colette a un parfum. C'est un parfum qu'on m'a offert et pour moi, pour Laure, il était beaucoup trop fort. Mais en fait, il correspondait hyper bien à mon personnage. Et après l'avoir mis plusieurs fois, j'ai un ami qui m'a dit « J'adore ça parce que je te sens avant de te voir sur scène. » Parce que le parfum, en fait, prend tellement d'espace que, en fait, quand je suis dans une certaine proximité, on a l'odeur. Et en fait, pour moi, tout ça est matière à érotisme, est matière à tease. À quoi tu penses quand tu es en performance? J'essaie de ne penser à rien. Qui arrive? Souvent, ouais. J'ai des bonnes capacités de blackout. Ouais. En fait, disons que le travail va être de créer le chemin, va être de créer un cadre. Je vais essayer de me rendre service. Tiens, ce costume-là est tellement difficile à manipuler qu'il va avoir besoin d'une chorégraphie. Là, je suis nue, donc je vais vraiment aller chercher ailleurs. Et à l'intérieur, je vais vraiment essayer de me créer un cadre confortable pour pouvoir lâcher prise et pour pouvoir être ici et maintenant avec le public. Donc, ce que j'ai en tête, ça va vraiment être raconter l'histoire aujourd'hui avec toi. Voilà. Oui. Donc, il y a beaucoup de choses en tête, mais en même temps, pas grand-chose, si ça fait sens. J'ai la tendance à avoir la tête bien remplie, à avoir beaucoup de choses tout le temps. Et parfois, en fait, aller sur scène, c'est comme si d'un seul coup, j'avais un... Ça te vide la tête, en fait, tout simplement. Oui, exactement. Et ça me permet d'exprimer, en fait, tout ce que j'ai besoin et envie d'exprimer. Et en même temps, pour être ici et maintenant, je sais pas, moi, certains numéros vont me demander... certains stimuli, donc il y a des endroits dans la chanson, dans la musique ou dans la chorégraphie, il y a des phrases et des sons qui vont venir, c'est moment cucu, cucu, et donc du coup, à chaque fois que je vais réentendre, c'est la mémoire corporelle en fait, à chaque fois que je vais réentendre ce son, ce moment où je vais, en fait il y a cucu, et ça me fait rire, et donc je rigole vraiment sur scène. Et pour moi, ce naturel, il est hyper important, en fait, pour justement rendre la chose accessible et le rapport au public sincère et juste, et pas plaqué sur une image contrôlée.
Donc il y a de la dictature, mais il y a aussi beaucoup d'anarchisme. Anarchie. C'est même... Sur cette anarchie, on arrive un peu à la fin de l'interview. Dis-moi, qui tu aimerais entendre, voir, lire dans Raconte, à ta place? Peggy Lee Cooper. C'est qui? J'avoue, je connais pas. C'est ma marraine. C'est ma tata burlesque. Enfin, qui ne fait pas du tout du burlesque. C'est une drag queen liégeoise qui chante. Et qui est incroyable. On a commencé... En fait, Peggy Lee est née en même temps que Colette. On a le même âge de personnage. Et on s'est beaucoup retrouvés. J'ai vraiment énormément d'amour pour lui. Et il fait un travail génial justement autour de la chanson et de l'univers du musical. Très très chouette personnage à découvrir. Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup, Colette. Et je t'en prie. Merci pour votre écoute. Retrouvez nos photographies et écrits sur raconte.media ainsi que sur nos réseaux sociaux. Raconte est une création originale d'Anthony Dehé et Michel Bourgeois, du studio DB Création, spécialisé en design de marque et photographie. Vous avez apprécié cette rencontre? Partagez-la sur vos réseaux sociaux et laissez-nous une note sur votre plateforme préférée. Cela contribue réellement à la visibilité de Raconte. Une suggestion d'invité? Écrivez-nous.